Bonjour à tous et bienvenue à Mille Visages. Ici Sandra Sirois. Mille Visages est une émission qui a pour but de faire la promotion du vivre ensemble et de discuter des enjeux des personnes représentant la diversité au Québec. Et aujourd'hui, on parle de la paix. Comment peut-on favoriser la paix dans une société multiculturelle comme la nôtre? Comment nous, simples Québécois, peu importe notre couleur de peau ou notre religion, peut-on aider à instaurer un climat de paix à travers le monde? Aujourd'hui, j'ai des invités qui font une véritable différence au sein de leur communauté. Je vous les présente dès maintenant. Premièrement, notre chroniqueuse Pascal Jacob. Allô? Pascal, de quoi vas-tu nous parler en lien avec le thème de la paix aujourd'hui? Je vous parle de la paix, mais à travers des organismes. OK, intéressant. Oui. Donc, on va voir ça un petit peu plus tard. Je reçois également Mme Marie-Josée Guicciali. Mme Guicciali est une survivante du génocide du Rwanda de 1994 et elle a accepté de venir en studio aujourd'hui nous livrer un témoignage sur son expérience pour être sûre que ce genre de tragédie ne survienne plus jamais. Merci beaucoup, Mme Guicciali, d'être avec nous. Merci de m'inviter. Mais d'abord, je reçois une jeune femme qui est la preuve qu'on peut tous changer le monde. Grâce à elle, des enfants qui vivent des situations extrêmement difficiles peuvent mettre un sourire sur leur visage. Elle s'appelle Marie-Ève Aubry et attention, elle est clown! Elle s'implique au sein de Clowns sans frontières depuis 10 ans maintenant. Merci beaucoup, Marie-Ève, d'être avec nous. Avec grand plaisir. Marie-Ève, bien, premièrement, c'est quoi Clowns sans frontières? Quelle est la mission? Écoute, Clowns sans frontières, Clowns sans frontières, c'est une association humanitaire sans but lucratif qui parcourt la planète pour offrir des instants de rire et de bonheur aux populations vulnérables dans les bidonvilles, prisons pour enfants, orphelinats. Donc, vraiment, des populations fragilisées. Et vous, vous êtes clown. Qu'est-ce que ça fait, un clown? Ça offre des sourires. Ouais. Hein? Puis, je le fais depuis 10 ans maintenant. Et en fait, autant au niveau d'offrir des instants de bonheur, mais aussi de partager, hein, parce que c'est important, quand on revient au Québec, de pouvoir sensibiliser la population aussi à notre action, ce qui a été fait à l'international, mais au Québec aussi. Et ce qui se passe à l'étranger. Exactement. À 32 ans, vous avez décidé de vous impliquer dans Clowns sans frontières, mais vous avez fait tellement de choses avant. Vous avez été éducatrice, réalisatrice. Pourquoi avoir choisi de vous impliquer dans ce projet? Bien, en fait, chez les clowns, c'est vraiment arrivé dans un premier reportage où j'ai découvert Clowns sans frontières. Puis par la suite, je suis tombée en amour avec l'organisme. C'est venu me chercher. Dans la vie, j'ai été privilégiée, j'ai été adoptée. Donc, pour moi aussi, c'est important de pouvoir redonner, en fait, de la chance que moi j'avais reçue de la part de mes parents d'être venus me chercher en Haïti, puis d'offrir, en fait, de partager beaucoup. Et c'est très intéressant, ça, parce que vous venez de le dire, vous avez été adoptée et vous avez dû retourner en Haïti pour Clowns sans frontières, pour participer à une mission. Qu'est-ce que ça vous a fait de retourner en Haïti? Ça a été extraordinaire, en fait, de découvrir mon pays d'origine dans le cadre d'une mission, de découvrir mon pays, d'où je viens, avec des jeunes de la rue qui l'ont pas facile. Et, mon Dieu, quelle chance, en fait, j'ai eu de partager ce moment-là sans avoir, je vous dirais, la lourdeur, parce qu'on peut se cacher derrière le fameux nez qui, malgré des réalités qui ne sont pas toujours évidentes, en fait, nous permet de se laisser aller puis de se rappeler pourquoi on est là. Pour offrir un instant de bonheur, un petit oomph, souvent dans un quotidien qui est vraiment pas facile. Et où habitiez-vous en Haïti? En fait, on n'était pas loin de... On avait le base camp, là, je ne le dis pas en français, mais notre lieu, à la base, était pas loin de Port-au-Prince. Okay. Donc, on était assez central. Ça nous permettait de faire des ateliers, monter le spectacle avec des artistes d'Haïti aussi, parce que la base chez Clowns sans frontières, c'est qu'on s'implique autant, en fait, principalement avec les artistes locaux. C'est un partage où on fait des créations et par la suite, on part en fait à travers Haïti pour pouvoir offrir des spectacles gratuits, bien évidemment, avec des artistes volontaires. Et pour les gens qui connaissent peut-être moins cette région du monde, quels sont les problèmes majeurs en Haïti?
Écoutez, grande pauvreté, violence, mais principalement, je vous dirais, violence, grande pauvreté aussi. Peu de filet, en fait, pas du tout de filet social, ce qui poursuit, en fait, la pauvreté. Beaucoup d'enfants dans les rues aussi. Donc, qu'est-ce que ça vous a fait de voir ces enfants-là? Parce que vous avez été adopté par une famille de Québécois à la peau blanche. Exactement. Et lorsque vous vous retrouvez en Haïti, vous voyez ces enfants-là dans la rue, quel sentiment vous avez? Bien, en fait, à la base, une profonde gratitude, en fait, face à mes parents, d'avoir eu la chance d'être adopté parce que, on ne se le cachera pas, il y a des réalités qui sont extrêmement difficiles à prendre, à digérer, mais ça vient aussi en même temps valider pourquoi j'étais là, pourquoi je le faisais, puis j'ai trouvé ça extrêmement nourrissant, en fait, sur le plan humain. Est-ce que les gens là-bas trouvaient ça étrange que vous aviez peut-être pas l'accent créole ou... Oui, souvent, ce que je dis, c'est que je suis une noix de coco. J'ai été adoptée, j'ai grandi à la campagne, donc j'étais la minorité ethnique de mon coin de pays où j'ai grandi. Donc, de me retrouver en Haïti, les enfants, ils me regardaient, mais souvent, on est identifié à Clowns sans frontières, donc on me regardait, mais j'avais appris un peu le créole, donc ça me permettait aussi de communiquer avec ma langue d'origine. Donc, mais les gens étaient curieux, en fait, davantage. Ouais. Oui. Et l'année dernière, à Mille Visages, on a eu une émission où est-ce qu'on parlait des enfants de parents immigrants qui sont nés ici, qui grandissent avec la culture québécoise et qu'on leur rappelle toujours qu'ils viennent d'ailleurs. Est-ce que c'est la même situation lorsqu'on est adopté? Bien, c'est certain qu'il y a toujours, à un moment donné, dans une de mes journées, où les gens trouvent ça étonnant parce que, bon, Marie-Ève Aubry, déjà, ça fait pas très haïtien. Alors, c'est drôle, elle n'a pas l'accent, elle. Ben non, ça fait plusieurs années que je suis arrivée. Mais bon, ça accroche un petit sourire. Mais oui, on se le fait rappeler, même si souvent, moi, je l'oublie, ma couleur, quand je me retrouve, peu importe où, c'est pas la première chose à laquelle je vais penser. Oui. Mais... Pascal, par exemple, est notre chroniqueuse de l'émission aujourd'hui et tu es née ici, mais tu es d'origine haïtienne. Oui. Est-ce que toi, des fois, tu vis des situations comme ça? C'est plus l'hiver. Mettons que l'hiver? Oui, mettons que je dis, mon Dieu, il fait vraiment froid, bien, retourne d'où, tout ça. Mais je suis née ici, mais j'aime pas ça l'hiver. Donc, c'est sûr que s'il y a un certain... Et pourtant, le même monde qui me dit ça, ils vont à Cuba, là. Fait que je me dis, OK, ironique, mais c'est correct. Et vous, Mme Guicciali, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes comme ça, de préjugés de la part des gens? Je pense que je n'ai pas les yeux pour le voir. OK. C'est bon. Quand on a connu le pire, je pense que c'est sûr que ça peut arriver, mais je pense que je n'ai pas encore eu les yeux de voir que ça peut exister. Je comprends tout à fait. Mais je connais des situations de racisme et de préjugés? Bien, je ne dirais pas de racisme, mais de préjugés, plutôt. De préjugés, je le vois dans mon entourage. C'est surtout chez les enfants. Chez mes enfants, j'ai des enfants métissés. Ah oui? Les enfants, entre eux, il n'y a pas de barrière. Ils disent tout ce qu'ils pensent. Mais je ne peux pas m'alarmer. Je dis à mes enfants que... Il faut expliquer à leurs amis. Oui, je comprends tout à fait. Oui. Et Clowns sans frontières, vous faites aussi des activités ici au Québec pour des enfants qui souffrent. Exactement, parce qu'en fait, vous savez, le fait de bâtir l'estime de soi et offrir des oomph, c'est pas qu'à l'international, cadre d'émission. Les populations fragilisées, il y en a ici aussi. Donc, on offre des ateliers dans les écoles, dans les quartiers un peu plus fragilisés, mais aussi beaucoup de sensibilisation. Donc, n'hésitez pas à nous appeler, à venir nous voir pour qu'on puisse aller vous faire sourire autant dans les événements que dans les écoles et dans les lieux privés. Merci beaucoup, Marie-Ève. Et en plus, on a le droit à avoir un nez clown aujourd'hui. Hein? Mais oui! Chanceuse! Merci beaucoup, Marie-Ève. Le beau nez, symbole de la paix. Symbole de la paix, hein? C'est quand même pas rien. Ça montre que vous faites du très beau travail. Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci. Alors, une autre femme québécoise d'origine syrienne, cette fois-ci, qui a vécu la guerre, a voulu, elle aussi, faire une différence dans la vie des enfants. Nassima Essiredir, notre reporter, l'a rencontrée. On regarde le reportage. J'ai quitté la Syrie, ça fait 3 ans et demi. Je suis venue au Canada à cause de la guerre. Je suis venue ici pour commencer ma vie à Sherbrooke, la ville que j'aime beaucoup, en Estrie. Tu as aimé? J'ai beaucoup aimé. C'est vraiment une très belle vie. Les gens sont très gentils et la nature là-bas, c'est quelque chose. Super. Oui, super beau.
L'image de la série n'a jamais quitté la mémoire de Micheline. Les visages des enfants innocents qui ont vécu les atrocités de la guerre l'ont marqué à jamais. Et j'ai quitté les enfants. Les yeux des enfants, je ne peux pas oublier. Quand je regarde les yeux des enfants qui sont dans la rue, par exemple, je ne peux pas oublier. Et oui, une fille, elle m'a poussée pour faire quelque chose pour les enfants. Une fille que j'ai rencontrée dans la rue, elle est venue pour prendre l'argent. Je pensais qu'elle voulait de l'argent. Et elle a trouvé une poupée dans ma voiture. Alors, elle a voulu prendre la poupée. Alors, je pensais que les enfants toujours cherchent jouer, cherchent les poupées, la poupée qui lui donne comme la chaleur, la tendresse, l'amour peut-être. J'ai décidé de faire une poupée pour les enfants touchés par la guerre, une poupée qui a vécu les mêmes circonstances de ces enfants-là. Et alors, j'ai créé Cham. Et j'avais toujours l'image dans ma tête, mais je n'arrive pas à mettre ça dans une photo ou dans un papier. Alors, j'ai demandé à plusieurs personnes de dessiner Cham ici. Mais je ne trouvais pas la fille qui était dans ma tête. Après ça, je demandais à un monsieur qui fait des cartoons pour les enfants en Syrie. Jeune, très jeune. Je lui ai demandé, est-ce que tu peux dessiner Cham pour moi? Elle m'a dit, tu lui as décrit l'image que tu voulais. Alors, je lui ai décrit les yeux brillants, larges, la sourire, l'innocence. Alors, il a dessiné Cham. Quand j'ai commencé le projet, j'étais à Sherbrooke avant de venir à Montréal. J'ai lancé une campagne de sociofinancement avec une plateforme qui s'appelle La Ruche. On a demandé un montant de 10 000 $ pour fabriquer la poupée Cham. Et on a réussi à avoir le montant de 10 000 $ et on a fabriqué la poupée. Cette campagne, elle était juste pour les enfants. C'était comme on va donner les poupées aux enfants réfugiés avec Save Is Déshonorés canadien. C'est une organisation qui prend soin des gens qui viennent, des nouveaux arrivants. Et aussi, on a distribué les poupées aux écoles. On a donné les poupées aux enfants qui viennent d'arriver. Ils ne sont pas juste des Syriens, mais des enfants réfugiés. Quand j'ai lancé la campagne, on a envoyé des poupées en Syrie pour les enfants de SOS aussi. C'était comme après la campagne. Cham veut dire Damas en arabe. Elle est accompagnée des livres qui racontent à la fois l'histoire touchante et magique de cette poupée. Cham, si on regarde Cham, c'est une poupée normale, mais si on voit l'histoire derrière cette fille, on comprend pourquoi on a fait la poupée Cham. Parce qu'elle, vraiment, c'est une fille qui a vécu la guerre, elle a vécu des moments difficiles. Mais dans l'histoire, il y a des moments que Cham, elle a vécu avec son amie Yasmine, qui est allée au ciel à cause de la guerre. Lui a laissé sa poupée, lui a dit, si un jour on ne veut pas se rencontrer, tu vas parler avec cette poupée-là, je vais être à l'intérieur de cette poupée. Et elle passe toute la journée avec elle quand elle a voyagé. J'ai une boutique en ligne, je vends la poupée en ligne avec son histoire. Aussi, j'ai un compte avec Amazon maintenant. Et dans les événements, je participe toujours dans des événements comme des salons pour Noël, des salons de la rentrée scolaire. Alors, je vends la poupée et l'histoire. Et maintenant, je suis en train d'entrer dans les bibliothèques et les boutiques. Et aussi, je pense à faire comme des bandes dessinées ou des films, des petits films qui racontent l'histoire de Cham. Mais ça prend beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de support. J'ai besoin de temps. Mais c'est un projet. Mais c'est un projet. Cham, c'est la porte-parole des enfants. Elle défend les droits fondamentaux de tous les enfants de vivre en paix. Et aussi, Cham, elle encourage le dialogue interculturel ici. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont réfugiés, qui ont vécu la guerre, qui sont venus ici au Canada, un pays où on respecte l'être humain. Alors elle va encourager ça, le dialogue interculturel. Et aussi, Cham encourage les enfants à la lecture. Oui, ça c'est bon. Alors, les enfants peuvent lire l'histoire de Cham. Il y a beaucoup d'espoir dedans, il y a beaucoup de valeurs, la famille, l'amitié, les rêves. La poupée Cham est la porte-parole des enfants touchés par la guerre. Elle véhicule un message d'amour et de paix. On parle de paix depuis tout à l'heure, mais c'est quoi exactement la paix? Comment peut-on définir la paix? Pascal, tu as décidé de nous éclairer sur ce sujet. Oui, parce que la paix, c'est un droit. Et beaucoup de gens ne savent pas que, sociologiquement, la paix désigne l'entente amicale de tout individu qui forme une société. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une absence de conflit, mais qu'il faut trouver une façon de travailler, de vivre ensemble et avec un bon dialogue.
OK. Et tu as décidé de nous présenter quelques organismes qui prônent la paix au Québec. Exactement. C'est pour ça que c'est vraiment important d'être informé, parce que ça part à partir de là. Outils de paix, c'est un magnifique organisme qui a pour but de construire la paix selon l'action citoyenne. Donc, il faut y mettre du sien. Il faut faire l'effort. Donc, eux autres, ils sont là pour vous diriger, pour vous encadrer, pour vous référer vers d'autres organismes qui ont le même but que eux, qui travaillent de la même façon, qui ont les mêmes valeurs, mais peut-être que leur façon de faire va aller un peu plus près vers vos besoins. Et comme on disait tantôt, Mme Guicciali, ses enfants ont déjà été victimes de préjugés. Mais je pense qu'il y a des organismes qui peuvent nous aider par rapport à ça. Ah oui, beaucoup. Entre autres, écoutez, moi, je l'ai beaucoup aimé. C'est un organisme qui travaille avec les jeunes, ensemble pour la paix. Un magnifique organisme qui travaille avec des jeunes entre 9 et 18 ans afin de promouvoir un dialogue de respect, et ça dans un environnement sans discrimination. Puis c'est ça que j'ai vraiment aimé. Ne pas avoir un sentiment qu'on est jugé. Ça, c'est vraiment bien. Et eux autres, ils ont bâti tout ce qu'ils ont fait selon le droit de la personne. Ça pour moi, c'est venu me chercher, parce que tu as le droit de demander la paix. Et la manière dont ils travaillent, eux autres, c'est via des activités parascolaires et aussi interactifs, via école. Ça peut être artistique, ça peut être de sport, ça peut être aussi... bon, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté aide aux devoirs, parce que ce n'est pas tous les parents qui peuvent faire ça. Et eux autres, ils offrent un service d'aide aux devoirs, ce que j'ai beaucoup apprécié. Et ils doivent faire un travail super bien parce qu'ils ont gagné un prix, le prix pour la paix du YMCA en 2010. Quand même, hein? Ouais. Je me suis dit, OK, ça niaise pas. Ah, c'est bon! Et aussi la violence chez les jeunes. Hein? Des fois, ça peut être un problème important. Est-ce qu'il y a des organismes qui peuvent nous aider par rapport à ça? Oui, ça, c'est mon coup de cœur. Vraiment, là, Love, un organisme à but non lucratif qui a été fondé par Mme Twinkle Rodberg, qui, suite au meurtre de son mari entre les mains d'un jeune, au lieu d'avoir un cœur aigri, là, elle a décidé de travailler pour et avec les jeunes afin de, pas contrer, mais de comprendre et de travailler de façon saine contre la violence héréditaire qui existe. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est quelque chose qui n'est pas vrai, mais oui, c'est vraiment là. Et elle travaille d'une seule façon via l'art. Et via, quand je dis art, photographie et écriture, ce qui est excellent, ce qui permet aux jeunes de s'exprimer, mais encore mieux, ce qui permet aux adultes de comprendre l'état d'être d'un jeune. Parce que c'est facile d'avoir un jugement vers un jeune, mais tu ne sais pas comment il se sent. Puis souvent, nous autres adultes, on a tendance à oublier qu'on était jeunes aussi. Et un dernier organisme rapidement qui nous aide à bien dormir. Oh my God! Ça, là, je vous le dis, dormir en paix, là, tout le monde devrait avoir ce privilège, cette bénédiction de rentrer et de dormir en paix, là. Le YMCA offre des services aux chambres. Et ça, je trouve ça génial. Okay? Des services aux chambres qui sont accessibles aux nouveaux arrivants, aux demandeurs d'asile et aux femmes qui ont vécu une violence. C'est des chambres qui sont, je pourrais dire, excusez l'anglais, cosy. Là, des chambres qui vont varier d'une durée... ça va varier selon le cas, OK? Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils offrent avec ça une banque alimentaire, parce que c'est pas tout le monde qui peut nourrir. C'est pas tout le monde qui a accès à de la bouffe. C'est vraiment plate, mais... Oui. Mais ce qui est encore mieux, là, ça, là, tenez-vous bien, là. Moi, j'ai vraiment capoté, là. Ils offrent des activités d'encadrement. Fait qu'imagine, tu vas aller coucher tranquille, en paix, et le lendemain, on t'encadre. On te donne des activités, là, pour pouvoir avoir une vie saine, là. Je vous suggère vraiment d'aller visiter les sites du YMCA du Québec.org, là. Ah, c'est super. Mais vraiment. Merci beaucoup, Pascal. De rien. C'est très intéressant. On était vraiment passionnés. Le moment d'arriver dans un nouveau pays peut être un moment très riche en émotions. Nous sommes allés sur la rue vous poser des questions par rapport à ça et vous avez été très généreux dans vos témoignages. On regarde ça.
Quand on est parti visiter la ville, il y avait des concerts partout, c'était comme l'euphorie, il y avait beaucoup de monde. Ouais, je me rappelle en train d'arriver avec 11 bagages dans un hôtel et on savait pas où aller. Je me souviens la première fois que avoir mon citoyenne canadienne. C'est ça le meilleur moment, le touchant. Ouais. Parce que comme je suis arrivée ici, mon cousin est allé me chercher à l'aéroport et on s'est arrêté à un feu. Et là, j'ai vu quelqu'un qui demandait de l'argent. Là, je pensais que c'était juste en Afrique que les gens demandaient de l'argent. Puis là, j'arrive ici, je vois qu'il y a des gens qui demandent de l'argent ici aussi. Puis je suis comme, oh, wow. La cuisine, il y en a. Tu trouves le monde entier est là. J'imagine que c'est l'architecture. C'est pas vraiment la même chose qu'en Haïti. Même si Madagascar, c'était une colonie française, le français ici, ça les a quand même surpris. Donc, j'ai vécu ma première neige, j'en avais jamais vu avant. Donc, c'est ça, je me rappelle de cette journée. Oh, la neige, c'est vraiment intéressant, je l'adore. Le deuxième, c'était pas pire. Le troisième année, c'était, oh mon Dieu, ça c'est apocalyptique. Qu'est-ce qu'il passe ici? On parle de paix depuis tout à l'heure, mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a la chance de vivre dans un pays où la bonne entente entre les différentes nations et cultures règne. Ma prochaine invitée a vécu et a vu les pires atrocités que l'humain ne peut pas commettre. Elle a vécu le génocide du Rwanda lorsqu'elle avait seulement 29 ans. Madame Marie-Josée Gichali est avec nous. Encore une fois, merci d'être avec nous. Madame Gichali, vous expliquez votre histoire, vous racontez votre histoire dans le livre « On n'oublie jamais rien », publié aux éditions Urtubise. Premièrement, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi on a différencié les Rwandais entre les Hutus et les Tutsis? D'où vient l'origine du racisme au Rwanda, en fait? Bien, en fait, ça vient de très, très loin. Ça vient du temps de la colonisation belge. C'est quand ils sont arrivés au Rwanda dans les années 1900, ils ont trouvé une société bien organisée, en différentes classes sociales. Eux, ils pensaient que, comme ailleurs en Afrique, c'était des ethnies. Alors que ça ne répondait pas aux critères d'ethnie. Les Rwandais parlaient la même langue, même pratiques religieuses. Ils habitaient côte à côte, il n'y a pas de différence de territoire. Ils avaient tout en commun, des mariages intergroupes. Alors, donc, les différencier, c'était complètement n'importe quoi, finalement? C'est n'importe quoi. Enfin, c'était plutôt des classes sociales, mais il y avait des clans. C'était des clans qui pouvaient déterminer, comme les noms de famille en Occident, au Rwanda, c'était des clans. Donc, les gens qui appartenaient au même clan, c'est qu'ils avaient un ancêtre commun, lointain. Alors là, ils pouvaient se reconnaître. Et puis, les Hutus, Tutsis, Hutus, il y a un autre groupe très, très minoritaire, les Tois, ça a été comme figé en ethnie, alors que ça n'était pas. Et puis, ce qui a suivi après, c'est que c'est les anthropologues européens qui disaient que, selon les théories, les Tutsis pouvaient venir d'ailleurs. Donc, pour eux, ce n'étaient pas des nègres. Ils pensaient qu'ils avaient l'intelligence ou des traits qui pouvaient les identifier aux autres peuples plus évolués à l'époque. Donc, c'était l'époque des théories racistes. Oui. Alors, c'est venu de là, et puis, avec l'indépendance, parce que le Rwanda était la monarchie, puis la monarchie a été bannie, les premiers Tutsis ont été chassés du pays à partir des années 59, le roi y compris. Et là, le racisme s'est intensifié? Beaucoup, 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 parce que le pouvoir a été donné par les autorités belges aux Hutus, à la masse Hutus, c'est ce qu'ils disaient. Alors, les Tutsis qui étaient restés à l'intérieur, ils subissaient tout le temps la discrimination. À chaque fois qu'il y avait un problème, c'était les Tutsis. On s'en prenait aux Tutsis en les années 62, 63, 67, 73. En 73, là, j'en m'en souviens très bien. C'était le coup d'État du pouvoir Hutu contre le pouvoir Hutu. Donc, les Hutus du Nord ont fait le coup d'État contre les Hutus du Sud. Alors, c'est les Tutsis qui ont écopé. Je me rappelle très bien, on a passé quelques semaines au presbytère en train de se cacher. On a brûlé nos maisons. Et comment on peut vivre dans une société lorsqu'on se fait toujours pointer du doigt comme ça? Parce que vous étiez Tutsi. Oui. C'est difficile. Mais parfois, on s'habitue à la violence. Parce qu'on ne connaît pas autre chose. On vit dans l'espoir que ça peut changer, mais ça ne change pas. Mais
comme on ne connaît pas autre chose, on pense que c'est comme ça la vie, que ça, on doit se résigner à vivre ça. Ouais. Et comment vous en êtes sorti rapidement? Rapidement, en fait, moi, j'ai survécu. Le génocide de 1994 a emporté plein de gens de ma famille. Seul mon père a survécu dans des conditions très extrêmes. Puis mon frère, c'est justement mon papa, mon frère qui n'était pas au Rwanda. Ça a été très, très difficile. Mais quand j'ai vu mon père, qui était presque mourant, là, j'ai dit que j'avais une raison de vivre. Alors, avec lui, on a essayé de faire des petits pas dans la vie. Je me disais que j'avais une seconde chance. On avait droit à une seconde chance. Au début, c'était le déni, puis la colère. Et puis, finalement, je me suis dit, je vais saisir la chance qui m'est donnée, la seconde chance qui m'est donnée pour vivre. Une amie m'a parlé de quelque chose qui m'a comme secoué un peu, mais c'est la vérité, que j'ai été vidée de ma première vie pour embrasser la seconde vie. Qui est votre vie ici au Canada? Oui, qui est ma vie aujourd'hui. Donc, je suis née 2 fois. Puis c'est 2 vies qui, avant le génocide et après le génocide, c'est 2 vies qui pendant longtemps, qui essayaient de se coller, de se chercher. Mais cette fracture est tellement profonde que c'est comme si ces 2 vies, vraiment, il y a l'avant et l'après. Je comprends tout à fait. C'est ce qu'elle essaie d'expliquer dans mon livre. Absolument, qui est extrêmement intéressant et je recommande à tout le monde de lire ce livre. Vraiment, Madame Guicciali, merci beaucoup pour votre témoignage parce que c'est ce genre de témoignage qui fait en sorte qu'on apprend sur ces tragédies et qu'on se dit que complètement le racisme, c'est n'importe quoi, c'est bidon. Et grâce à vous, bien, ce genre d'événements ne se reproduiront plus jamais. Mais je voulais, si j'ai quelques secondes, pour rectifier quelque chose par rapport à la discrimination dont vivent mes enfants. Je n'en fais pas un état parce que la discrimination, c'est envers et les gros, et les petits, et les coloriés, et n'importe quoi. Donc, tout ce qui est différent, ça fait comme peur, là, je ne sais pas. Madame Guicciali, merci encore une fois d'avoir été avec nous. Merci à tout le monde pour votre présence et pour votre beau travail. Et à la maison, on se retrouve la semaine prochaine. Un moment touchant, je vais en avoir. Je vais être papa dans 3 semaines. Félicitations! Comme par hasard, d'après les médecins, ça sera la date d'accouchement, ça sera la date de ma naissance aussi. Wow. Donc ma date d'anniversaire, ça sera la date d'anniversaire de mon enfant. C'était écrit dans les étoiles. Apparemment oui, donc je suis content. Un beau petit Québécois ou une belle petite Québécoise? C'est un garçon. Félicitations! Merci.